Voilà, alors il nous reste une dernière partie donc, du chapitre relatif à la dynamique des structures à étudier, c'est ce qu'on appelle les structures continues. Donc voilà, c'est une section qui est relativement détachée de toutes les autres sections. Vous allez voir qu'en fait, dans l'apprentissage de la dynamique des structures, on aurait pu commencer par celle-là, mais ce n'est pas un problème de terminer par celle-ci. Dans le sens où elle va permettre, vous allez voir, d'asseoir encore un tout petit peu les connaissances que vous avez. Alors, quand est-ce qu'on fait de l'analyse continue des structures? Mais en fait, je vous ai expliqué tout au début du cours qu'on passait d'une équation aux dérivées partielles avec des dérivées à la fois par rapport à l'espace et des dérivées par rapport au temps vers une équation dérivée ordinaire, une équation différentielle à coefficient constant, où la seule dérivée qui existait, c'était une dérivée par rapport au temps, dérivée seconde même. Et le processus qu'on utilise entre les deux, ben, c'est rien d'autre qu'une discrétisation. Et donc pour ça, on a vu différentes techniques. Je vous ai parlé de la méthode des éléments finis. Plutôt en statique, on avait vu la méthode des déplacements. On pourrait évidemment utiliser aussi la même chose, puisqu'on sait que maintenant c'est le même principe de fonctionnement. On a vu la méthode de Galerkin ou les méthodes de Ritz-Galerkin. Tout ça, ce sont des méthodes qui permettent de discrétiser et en fait de se faire quitte d'une dérivée par rapport à l'espace. Et bien en fait, ce qu'on va étudier, donc ça, c'est ce qu'on a étudié dans les parties précédentes du cours. Et ce qu'on va étudier dans cette partie-ci, eh bien, c'est le système carrément avec les équations dérivées partielles. Donc on va omettre la discrétisation spatiale et conserver un système qui est à la fois fonction de x et à la fois fonction du temps, sans nécessairement vouloir le discrétiser. Alors on comprend bien que la formulation mathématique, elle est plus compliquée. Et donc, on va se retrouver typiquement avec des méthodes qui fonctionnent bien pour analyser des structures simples. Donc, par exemple, une poutre sur deux applis, une poutre encastrée libre, éventuellement un portique, mais dès qu'on a une structure qui est un tout petit peu compliquée, évidemment, on ne va pas s'amuser à utiliser ce type de structure, ce type d'approche. Voilà. Alors, donc vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir des estimations très naturelles ou très rapides, des fréquences propres. Et sur le plan théorique que sur le plan mathématique, on va voir comment on peut résoudre des équations dérivées partielles avec ce qu'on appelle les fonctions propres. Ok, donc si je rappelle le contexte, il est bien connu maintenant. C'est facile vu qu'on est dans des vidéos, vous pouvez même revenir sur les premières explications que j'avais données. On a ici l'équation qui est l'équation habituelle de l'élastique, qui ne fait que de traduire l'équilibre entre les efforts extérieurs appliqués P aux membres de droite et les efforts intérieurs dans la poutre. Et ils sont simplement complétés dans la version dynamique par les effets d'inertie. Tout ceci a été démontré à partir d'un équilibre local d'un petit élément de poutre comme celui-là. Ok, je ne vais pas rétablir cette équation, ni ce principe d'équilibre, parce qu'il est maintenant bien connu. Alors, vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'il était possible donc, de se faire quitte de cette équation dérivée partielle en utilisant, par exemple, le lumped modeling, c'est la solution la plus simple. Je vais parler des eigenfunctions dans un instant, mais celles qu'on a déjà vues ensemble, on pourrait les numéroter. 1, comme ça vous permet d'avoir une table des matières. 1, lumped modeling. 2, la méthode des éléments finis. Ou bien discrete version, on aurait 3, la méthode des déplacements, c'est ce que je viens d'utiliser en guise d'intro. On aurait 4, une méthode relais. Et si vraiment on veut aller plus loin, 5, on pourrait dire Ritz-Galerkin, avec d'autres types d'interpolation que les éléments finis, mais tout ça rentre dans la même catégorie et dans la même méthode. Et ce que nous on va voir ici, c'est ce qui est souligné là-bas, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les fonctions propres. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, l'objectif final, c'est de faire quoi? Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une base modale, c'est facile de vous dire que l'objectif final, c'est d'écrire l'équation qui est une équation différentielle continue qui gouverne le problème. L'objectif final est de pouvoir l'écrire dans une base modale. Donc la procédure est tout à fait similaire à ce qu'on a fait pour l'analyse des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Et on va juste essayer donc de se faire quitte de la dérivée, la coordonnée spatiale x et de l'isoler par rapport à la coordonnée spatiale y. Par rapport à la coordonnée temporelle t, excusez-moi. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire exactement comme plus haut, on avait dit x, un vecteur discrétisé,
Donc c'est-à-dire que toutes les lignes dans le vecteur x, pour moi, représentent la coordonnée spatiale. Est égale à phi fois q, une matrice, fois une coordonnée modale. Ou bien, si vous voulez, une autre manière de le voir, c'est de dire qu'on a une somme de phi i qui sont les modes. Donc i, c'est le im mode. Peut-être plutôt utiliser m pour dire que c'est un mode. qm de t. Et donc on a une combinaison linéaire ici d'une dépendance spatiale avec des fonctions continues. Donc c'était discrétisé dans l'espace avec une fonction continue du temps. Et bien ce que nous on va faire dans la suite, c'est la même chose, sauf qu'on va exprimer que v de x et t, j'ai décidé de ne pas discrétiser l'espace. D'accord? Donc x, c'est une variable continue qui représente l'espace et plus une représentation discrète. Et ce qu'on va faire tout à l'heure, vous allez voir, c'est d'exprimer la réponse comme une somme sur m de différentes fonctions, phi m qui sont des fonctions de x, fois des amplitudes qui sont des fonctions du temps. Ok, donc on a exactement le parallèle entre la version PDE, si je peux dire, ou la version continue à gauche, et la version discrétisée à droite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de déterminer donc, ce qu'on appelle ces fameuses fonctions propres. Ok, so the eigenfunctions. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Comment est-ce qu'on fait pour les déterminer? On va supposer qu'on a une solution de type variable séparée, et on va introduire ça dans l'équation du mouvement. On prend l'équation du mouvement, alors là c'est important, sans chargement et sans amortissement. C'est pas indiqué, mais j'aurais dû l'écrire. Undamped. Ok, donc on fait ces deux hypothèses. Donc c'est-à-dire que dans l'équation du mouvement, ah oui, elle était déjà sans amortissement au début, évidemment ici. Donc on a un terme de chargement extérieur, on a un terme de force des efforts intérieurs, et on a les effets d'inertie. À partir du moment où on suppose qu'il n'y a pas de charge extérieure appliquée, on se retrouve à une équation à deux termes. L'un dépendant d'une dérivée temporelle, l'autre d'une dérivée spatiale, et donc il est naturel d'utiliser, quand on est dans une condition comme celle-là, il est naturel évidemment d'utiliser le principe de séparation de variables. Ok, donc si on fait ça, je peux peut-être réécrire rapidement l'équation ici. On a mu fois la dérivée seconde par rapport au temps de v, de x et t, plus ei. Je suppose que ei est constant, donc on a ei fois la dérivée quatrième par rapport à x, égale 0. Et si je substitue là-dedans phi fois q pour x, donc je vais avoir mu, alors la dérivée seconde par rapport au temps, phi ne dépend que de x, donc c'est une constante par rapport au temps, et q, lui, je dois le dériver deux fois par rapport au temps, plus ei, la dérivée 1, 2, 3, 4 par rapport à x, et q, lui, il est constant par rapport au temps. Ok, donc cette équation-là, elle est exactement la même que celle qu'on a ici au-dessus. D'accord, j'ai tout divisé à gauche et à droite par mu. Et puis, de façon équivalente, qu'est-ce qu'on peut faire? On va garder à gauche quelque chose qui ne dépend que du temps, et à droite, quelque chose qui ne dépend que de l'espace. Vous voyez, on a une fonction du temps à gauche, et on a une fonction de l'espace à droite. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une fonction de t soit égale à une fonction de x? Bien, la seule et unique possibilité pour avoir une fonction d'une variable qui soit égale à une autre fonction d'une autre variable indépendante, c'est qu'en fait les deux fonctions soient égales à des constantes. Et donc, la seule possibilité évidemment pour que cette équation soit vérifiée, c'est que le rapport des deux, ou l'égalité des deux fractions qu'on a là au-dessus, soit égale à une constante. Et cette constante, moi j'ai choisi de l'appeler oméga carré pour le moment. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi. J'aurais pu dire C, ou CST, ou A ou B, peu importe. Je décide de l'appeler oméga carré, parce que vous allez voir que dans un instant, en fait, ce oméga, il a la signification d'une pulsation.
Ok, et on va montrer dans un instant aussi que oméga ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais il va pouvoir prendre uniquement des valeurs parmi un ensemble de valeurs qui sont bien déterminées. Ok, donc cette constante, on doit la déterminer. Alors, donc si on écrit, évidemment ici on a maintenant 3 termes dans l'équation, 1, 2 et 3, ben on peut écrire que le premier est égal au troisième, et on peut écrire que le deuxième est égal au troisième. Donc, si on écrit que le premier est égal au troisième, on obtient ceci, d'accord, en réarrangeant un tout petit peu. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, Q de t est égal à 1 sinus oméga t plus b cos oméga t, avec a et b, deux constantes à déterminer. Mais ça dit surtout que, ok, on a le droit de choisir ou d'essayer de trouver une solution qui est une solution comme une solution à variables séparées, comme celle qui est représentée ici. Mais la seule possibilité pour pouvoir avoir une solution qui tient la route, c'est d'avoir une solution qui est harmonique, avec une vibration harmonique. Et cette vibration harmonique, donc, qui évolue comme un sinus et un cosinus au cours du temps, elle ne peut apparaître qu'avec une pulsation qui est cette pulsation oméga. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, j'ai utilisé oméga carré pour la constante à déterminer. C'est parce que je sais que l'oméga, du coup, il a la signification d'une pulsation. Alors, si j'écris maintenant que le deuxième terme est égal au troisième, j'obtiens une autre équation qui est cette équation-là. Et cette équation-là, ben, c'est une équation qu'on doit résoudre pour déterminer phi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la forme du mode propre, mode shape, qui sont nos fameuses eigenfunctions, fameuses fonctions propres. Okay? Eigenfunctions, c'est une terminologie qui vient plutôt des mathématiques. Et quand on parle de vibration des structures, on va parler plutôt de forme modale, mode shape. Alors qu'est-ce qu'on a? Une équation de degré 4 à coefficient constant, phi dérivé 4 fois, moins mu oméga carré sur EI fois phi. D'accord? C'est une équation de degré 4. Et donc, la solution générale, bah, c'est un truc du style A sinus plus B cos plus A sin hyperbolique plus D cos hyperbolique. Où K est tel que K4, en fait, est égal au coefficient qui se trouve ici devant. K4. Je ne vous rappelle pas comment on fait pour résoudre ce type d'équation-là, mais normalement, ça doit être bien connu. On écrit le polynôme caractéristique, z puissance 4 moins K4 fois 1 égale 0. Donc ça veut dire que z carré est égal à plus ou moins K carré. Et donc ça veut dire que z est égal à plus ou moins K ou plus ou moins IK. Ça va me donner les sinus et les cosinus. Et ça va me donner les sines hyperboliques et les cos hyperboliques. Ok, d'où la solution qui est là-bas et qui est une solution qui est tout à fait générale. On n'a pas encore démontré que oméga ne pouvait prendre que certaines valeurs bien particulières, mais ça va arriver dans une seconde. Et pour faire ça, il faut nécessairement prendre un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? On va prendre comme exemple la poutre, qui est une poutre simple sur 2 appuis, et pour laquelle on a comme condition limite que le déplacement à l'extrémité gauche, V en x égale 0 au cours du temps, est égal à 0. Et puisque V, c'est égal à phi fois Q, d'accord, donc phi fois Q de t, égale 0 à chaque instant, bien sûr, hein, la poutre, elle ne se décolle pas. Mais ça veut dire que les conditions limites que d'habitude on écrirait sur V le déplacement, bien en fait, vous voyez qu'on peut les écrire directement pour phi. D'accord? Donc on a comme condition limite à gauche que phi est égal à 0, que la dérivée seconde est égale à 0, et puis c'est pareil à droite, on a phi égale 0, et phi seconde égale 0. Ok, les 4 conditions limites, elles sont résumées ici. Alors si on avait eu un autre type de structure, ben, on aurait eu aussi 4 conditions limites. Je prends par exemple le cas d'un poteau encastré libre. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a un déplacement qui est nul, on a une pente qui est nulle. Là on a un déplacement qui n'est pas nul, on a une pente qui n'est pas nécessairement nulle. Par contre on a une courbure qui est nulle au-dessus parce que le moment est nul. Et on a une dérivée troisième qui est nulle au-dessus parce que c'est une extrémité libre et qu'il n'y a pas d'effort tranchant à cet endroit-là. D'accord? Donc on a 4 conditions limites obligatoirement.
quel que soit le type de poutre ou d'élément de poutre qu'on est en train de regarder. Ok, alors sur base donc de ces 4 conditions limites, bien, on doit écrire les 4 conditions limites et résoudre le problème. Je vais le faire rapidement ici. La première condition limite, elle me dit que phi de 0 est égal à 0. Donc si je remplace là-dedans x par 0, ben, ce terme-là tombe. Ce terme-là tombe. Et il va me rester simplement b cos de 0, ça veut dire b. Et d cos hyperbolique de 0, donc ça veut dire d, égale 0. J'ai une condition similaire qui me dit que phi seconde est égal à 0. Alors, si phi seconde est égal à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on dérive 2 fois, c'est facile. Donc, la dérivée double du sinus, ça va nous donner de nouveau un sinus. On va juste sortir un k au carré et changer de signe. Mais enfin, toujours est-il que le résultat, ça fait 0. On a pareil pour le signe hyperbolique. Et donc, il va nous rester moins b k carré fois le cosinus, plus d k carré fois le cosinus hyperbolique, égale 0. Donc, si on suppose que k est non nul, on n'a pas spécialement envie d'avoir k égale à 0. On verra après, mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut discuter. On voit que b plus d est nul et b moins d est nul. Donc ça veut dire que b et d sont tous les deux nuls. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Si b et d sont nuls, je peux les supprimer ici. Et je vais écrire alors les 2 conditions restantes, qui sont que phi de L est égal à 0. Donc ça veut dire que j'ai a sinus de KL plus c sinus hyperbolique de KL égale 0. Et j'ai aussi la dérivée seconde de L qui doit être nulle. Donc ça veut dire que moins a k carré sinus de KL plus c k carré sinus hyperbolique de KL égale 0. De nouveau, je divise la deuxième équation par k. Et vous voyez que là, j'ai la somme et la différence de 2 choses qui sont nulles. Donc, ça veut dire que ces 2 choses doivent être nulles toutes les deux. Donc, j'ai a sinus de KL égale 0. Et j'ai c sinus hyperbolique de KL égale 0. Bon, alors, sinus hyperbolique de KL égale 0, ça voudrait dire que k est égal à 0. C'est une solution qui ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, ceci, c'est pas possible. Donc, il nous reste simplement que a fois le sinus de KL doit être égal à 0. Donc, ceci nous dit simplement que c est égal à 0, hein, puisque le sinus de KL ne peut pas s'annuler quand k est non nul. Et donc, on a comme solution a sinus KL égale 0, donc ça veut dire que a est égal à 0, ou le sinus de KL est égal à 0. A égale 0, ça ne nous intéresse pas spécialement parce qu'on a déjà B, C et D qui sont nuls. Donc si en plus le A est nul, en fait il nous resterait phi égale 0. C'est une solution triviale qui ne nous intéresse pas. Okay, on peut faire le parallèle exact entre ce que je suis en train de faire ici et ce qu'on fait quand on calcule des charges critiques de flambement. Donc il va nous rester uniquement sinus de KL égale à 0. En fait, ce que je suis en train de faire ressemble énormément à la colonne de l'air, si vous n'avez pas encore remarqué. Donc sinus de KL égale à 0, ça veut dire en fait que KL doit être un multiple entier de pi. Donc je vais écrire I fois pi, avec I appartenant à N. Je prends même N0, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie spécialement que K soit égal à 0. Donc K est égal à pi sur L, 2pi sur L, 3pi sur L, etc., etc. Et donc en fait, on voit que K ne peut prendre que certaines valeurs discrètes. K ne prend que des valeurs discrètes. Et par conséquent, puisqu'on avait défini K exposant 4 comme étant, c'est ici au-dessus justement, mu fois oméga carré sur EI, et bien idem pour oméga. Et donc en fait, on pourrait noter oméga, on pourrait les noter oméga I, avec I égale 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc.
Et ceci explique la raison pour laquelle j'utilise toujours la notation et pour laquelle j'ai utilisé la notation oméga 1 pour indiquer la pulsation propre d'un mode. C'est parce que dans la réalité, il existe un oméga 2, un oméga 3, un oméga 4, etc. etc. Et combien y a-t-il de modes, ou de fréquences ici, de valeurs de oméga qui sont acceptables? Combien y a-t-il de valeurs de oméga i? Allez, je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. C'est évident. Voilà la solution. Une infinité. Est-ce que tout se tient? Bien sûr que tout se tient. Je vous ai toujours dit qu'une structure continue possédait une infinité de degrés liberté. Et ici, on est dans une modélisation continue, donc on est capable de modéliser, grâce à cette version continue, une infinité de degrés liberté sur la structure. Et donc, on a une infinité de fréquences propres. Alors que quand on modélisait le système avec un nombre fixé de degrés liberté, donc à n degrés liberté, on était capable d'obtenir que n fréquences propres, puisque c'était la solution d'un problème aux valeurs propres d'une matrice de dimension n fois n. Ok, donc ceci résume en fait ce qu'on vient d'exprimer. Donc la seule solution non triviale, elle apparaît quand KL est égal à I pi. Et donc il suffit de remplacer dans la définition de K exposant 4 égale à mu oméga carré sur EI. Il suffit de remplacer donc K par sa nouvelle valeur, et voilà ce qu'on obtient. Et qu'est-ce qu'on obtient pour la forme du mode propre? Pour la forme du mode propre, il nous reste uniquement 1 fois le sinus de Kx, comme on voit là au-dessus de l'écran. Et donc si on remplace de nouveau K par I pi sur L, on récupère 1 fois le sinus de I pi x sur L. Et donc en fait, une fois qu'on a obtenu qu'L est égal à I fois pi là-bas, il suffit de remplacer donc, dans les expressions précédentes qu'on a pour oméga i et phi i, oméga étant défini ici en jaune et phi étant juste au-dessus dans le rectangle qui nous reste. Et on obtient donc ainsi les expressions des valeurs qui sont des seules valeurs possibles pour la pulsation oméga et pour le mode propre, le mode de vibration phi. Ce qu'on va faire, c'est le normaliser en maximum unitaire, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on sait que le sinus est une fonction qui est égale à 1 à l'endroit de son maximum. Et donc on va se retrouver que pour i égale 1, un mode propre qui est comme ceci, avec une pulsation oméga égale oméga 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand i est égal à 2, on va avoir le sinus de 2 pi x sur L, avec chaque fois des modes qui sont normalisés à un maximum unitaire, comme ceci, oméga 2. En fait, on voit que pour une poutre sur deux appuis, oméga 2 est égal à 4 fois oméga 1. Et puis après, on peut aller jusqu'au mode suivant, donc de nouveau normaliser un maximum unitaire, oméga 3, égale à 9 oméga 1, quand i est égal à 3. Voilà, donc ces formules-là, elles sont relativement importantes. L'avantage de... Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais je répète peut-être, j'espère que non. Donc l'avantage de l'approche analytique, c'est quoi? C'est de effectivement voir apparaître une solution du style oméga est égal à quelque chose sur L au carré fois la racine carrée de EI sur mu. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? C'est parce qu'en fait, on a écrit juste avant une équation qui ne dépendait que de K, et qu'en écrivant les 4 conditions limites, on a été capable de déterminer donc une condition sur K, le nombre d'ondes, et qui est relié directement à oméga par cette relation-ci. Et donc, de facto, la seule forme analytique possible qu'on peut obtenir pour oméga, elle est de cette forme-là. Ok, donc ça c'est relativement intéressant. C'est que quand on utilise une approche analytique comme celle-ci, eh bien en fait, on peut retrouver directement l'influence de chacun des paramètres, évidemment. Ça, on le sait bien, c'est comme toujours. Alors, la chose suivante qu'on voudrait démontrer, c'est l'orthogonalité des modes propres. Donc, on se souvient que quand on avait un système discret, quand on fait phi transposé m phi pour calculer la matrice des masses généralisées, qu'on notait m étoile, en fait, les modes propres phi
ils ont été calculés de manière à ce que chacun des modes soit orthogonaux à chaque autre mode via la matrice de masse ou de raideur. Ok, donc ce qui signifie que quand on fait ces deux produits, on obtient une matrice qui est diagonale. Si on l'écrit simplement pour un mode I et un mode J, ben ça ferait un mode, donc c'est un vecteur, phi transposé M et phi. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la masse généralisée à condition que I soit égal à J. Donc je mets le symbole de Kronecker, delta IJ, qui est égal à 1 si I égale J et 0 si non. D'accord? Et on a la même chose évidemment pour la raideur. Ça, c'est ce qu'on avait écrit en version discrète. Et bien, en fait, on a la même chose. On peut démontrer en toute généralité que le produit scalaire de phi I et phi K, un autre mode, via la masse ou via la raideur, ce qui se traduit simplement par ces intégrales ici, eh bien en réalité donne quelque chose qui est diagonal. Donc c'est-à-dire que le résultat, si K est différent de I, est égal à 0, et par contre, si K est égal à I, alors on a un résultat qui est en toute généralité non nul. Et donc en fait, on définit, ceci c'est rien d'autre qu'une définition, on définit la masse généralisée MI étoile comme étant l'intégrale sur la structure complète de l'intégrand, mais quand I est égal à K, donc ça veut dire mu fois phi I au carré. Alors, je regarde et j'essaie de réfléchir ce que je vous ai dit ou pas. Vous avez peut-être vu dans le chrono qu'il y a eu un mini-bug informatique. Ok, donc je crois que je ne vous en ai pas encore parlé, donc je l'explique maintenant que si on décide, donc comme d'habitude, de normer le mode à un maximum unitaire, ça veut dire que tous les phi ils sont plus petits que 1. Parce qu'il existe une abscisse x pour laquelle on a phi est égal à 1, et donc ça veut dire que cette intégrale ici, donc ça veut dire que tous les phi carrés en fait sont plus petits que 1, et donc ça veut dire que l'intégrale qu'on a là-bas, elle est inférieure à l'intégrale de mu dx, qui en réalité n'est rien d'autre que la masse de la structure. Ce qu'on fait quand on calcule la masse généralisée, je l'ai déjà expliqué quand on avait la structure discrétisée, ben en fait on considère que la structure est considérée de toutes petites masses lottes qui valent mu fois dx, c'est la valeur de chacune des masses qui se trouve là-bas, sur un intervalle dx. Bien, en fait, cette masse qui se déplace ici dans la forme du mode d'une quantité phi I, bien, on prend ce phi I, on l'élève au carré. Et donc, en fait, chacune des masses contribue, si vous voulez, à la masse généralisée dans une certaine proportion, puisque phi I carré est plus petit que 1. Celle qui se trouve là-bas, elle va contribuer à 100% du phi carré, et celle qui se trouve plutôt à proximité des extrémités, elle va contribuer à 0%, et tout ce qui se trouve entre les deux va contribuer dans une moindre mesure. Ok, et alors ben, il est possible de démontrer que donc les modes sont orthogonaux, donc c'est-à-dire que si on prend un I différent de K, alors ça est égal à 0. On le sait bien dans l'exemple de la poutre sur deux appuis, parce que phi K, ce serait sinus de K pi x sur L, et phi I, ce serait sinus de I pi x sur L. D'accord? Par conséquent, cette intégrale nous donne effectivement 0 quand I est différent de K. Ce sont des formules qu'on connaît bien du calcul de stabilité. Ok, donc j'ai démontré, si vous voulez, implicitement les formules dans ce cas-ci. La deuxième, en fait, on peut montrer aussi de manière tout aussi évidente qu'elle est valable, puisque là, on aurait phi K, donc c'est le sinus de K pi x sur L, et là, si on dérive 4 fois le sinus de I pi x sur L, on récupère de nouveau la même chose à un facteur I pi sur L exposant 4 près, d'accord? Et donc, on récupère le même type d'intégrale, et donc il est nul si I et K sont différents. Donc je vais vous démontrer ces deux formules-là dans le cas particulier de la poutre sur deux appuis, mais on pourrait démontrer en toute généralité que c'est valable en développant le même type de démonstration que la démonstration qu'on a fait pour les systèmes discrets. Donc voilà, et alors cette propriété, elle va être excessivement utile dans la suite, on va le voir dans un instant. Alors donc comme je le disais tout à l'heure, l'avantage de la forme analytique, c'est de pouvoir donner, ou de l'approche continue si vous voulez, ou analytique, c'est de pouvoir donner la forme
analytique de cette pulsation. Et on sait que systématiquement, parce que ça dépend de cas, systématiquement on doit avoir quelque chose qui dépend de 1 sur L carré, racine carrée de EI sur mu. Et il y a un coefficient devant qui lui va dépendre des conditions limites. En l'occurrence, si on regarde la poutre sur 2 appuis, celle qu'on a étudiée, on se rend compte que le coefficient qui vient devant, c'est les carrés les carrés des multiples entiers de pi. En fait, si on avait regardé d'autres conditions limites, on aurait eu d'autres modes de vibration, par exemple celui-là pour la poutre encastrée libre, on aurait pu avoir celui-ci pour la poutre bi-encastrée, et on aurait pu avoir celui-ci pour la poutre encastrée appuyée. Ok, je dessine chaque fois le mode fondamental. S'il fallait dessiner le deuxième mode de vibration, donc ça ce serait le coefficient qui va avec phi2, le coefficient qui va avec phi2, voilà, etc., etc. Okay, et donc ces coefficients phi, on peut les calculer. Je vous invite peut-être à traiter vous-même l'exemple, disons, de la poutre encastrée libre, puisque c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour lequel on a les conditions limites qui sont indiquées ici. On a la même chose en vibration qu'on appelle vibration longitudinale ou bien vibration axiale, et qui donc en fait représente les vibrations dans le sens de l'axe de la poutre. Ça c'est plutôt utile dans 2 cas vraiment particuliers, quand on veut étudier des propagations d'ondes dans les milieux. Donc en fait ce que je vous apprends ici permet à la fois de modéliser tout ce qui est comportement vibratoire transversal. Généralement on appelle ça un comportement vibratoire parce qu'on a des fréquences propres qui sont relativement basses, et par contre en comportement axial on parle plus souvent de transmission d'ondes à l'intérieur du solide, parce qu'on a des fréquences qui sont plus élevées et la possibilité d'avoir une onde qui se transmet d'un côté ou d'une extrémité à l'autre. Par exemple, c'est particulièrement utile quand on doit clouer des pieux ou enfoncer des pieux dans le sol. On tape avec un marteau sur la tête d'un pieu, donc on crée un impact. On crée une onde qui est une onde de compression, qui va se propager simplement à l'intérieur du pieu, arriver à l'extrémité inférieure du pieu et puis se réfléchir. Et en partie être évidemment transmise au milieu extérieur. D'accord, donc les vibrations axiales, on peut les traiter de la même manière. Je vous montrerai tout à l'heure les équations, mais de nouveau, on peut démontrer que l'expression finale qu'on va obtenir pour les vibrations longitudinales, elle va prendre une forme de 1 sur L et racine carrée de E sur ρ. Peut-être je peux spécifier simplement à ce stade-ci que racine carrée de E sur ρ, c'est racine carrée de EA, donc la raideur en flexion, ça permet de faire le parallèle avec le racine carrée de EI sur mu, et ρA. Rho c'est la masse volumique, et si on multiplie la masse volumique par la section droite, on obtient la masse par unité de longueur. Ok, donc en fait on a quelque chose qui est tout à fait similaire. Il y a juste une spécificité, c'est que la puissance de ce qui vient devant est égale à 2 pour les poutres. Donc on a les carrés des multiples entiers de la fréquence fondamentale, quand on parle de pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Alors qu'on a la puissance 1 quand on parle de vibration longitudinale. Donc ça veut dire que oméga 2 est égal à 2 fois oméga 1, oméga 3 égale à 3 fois oméga 1 en vibration longitudinale ou vibration axiale. On comprendra ça un tout petit peu plus tard. Ça vient tout simplement du fait qu'on n'a pas une équation d'ordre 4, mais on a une équation d'ordre 2 pour l'expression des efforts intérieurs axiaux par rapport aux efforts de flexion. Ok, ça on le connaît déjà bien évidemment de la statique. Alors un autre avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de construire des abacs relativement simples. À partir du moment où on a compris l'expression ou la forme de l'expression analytique de la pulsation propre, on sait qu'on peut exprimer donc la pulsation propre comme ceci, et on n'a pas besoin de faire une étude de fréquence propre pour plein de valeurs de EI, pour plein de valeurs de mu, pour plein de valeurs de portée. On sait bien que ça va se mettre à l'échelle par rapport à ce facteur-là. Et donc c'est assez simple de développer des abacs comme celle-là. Par exemple, en fonction du rapport L2 sur L1, quand on se place à droite, on a 2 portées qui sont des portées de même longueur. Par contre, quand on se place à gauche, on a une portée L2 qui est très courte par rapport à L1. Et donc c'est comme si on avait un encastrement.
Alors donc on va retrouver par exemple à droite la première fréquence propre, qui est une fréquence propre qui ressemble à ceci. Donc en fait c'est exactement comme si on avait deux poutres, comme ceci, une et deux qui étaient disjointes, avec chacune leur fréquence propre, puisque elles ont la même portée, elles auront la même fréquence, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Et donc c'est logique de retrouver pi au carré, divisé par L1 carré, fois la racine carrée de EI sur mu. Le deuxième mode propre qu'on obtient pour une poutre comme celle-là, il est un petit peu différent, un petit peu inhabituel, mais voilà, il va ressembler à ceci, là c'est une courbure vers le haut, il va ressembler à ceci, et le troisième mode propre qu'on va obtenir, eh bien en fait c'est un mode propre qui ressemble à ça, et donc c'est logique de récupérer un 2 pi à cet endroit-là, parce que c'est exactement comme si on avait deux travées qui vibraient chacune dans leur deuxième mode. Voilà, et alors plus on va vers la gauche, et plus naturellement les fréquences augmentent. Pour quelle raison? Parce qu'on a tout simplement une raideur qui augmente du fait que la travée de droite commence à se comporter comme un encastrement. Voilà. Des abacs comme celle-là, il y en a tout un paquet. Il y en a pour les poutres sur 3 appuis, sur 4 appuis, avec beaucoup plus de travées, etc. etc. Et si un jour vous avez besoin d'utiliser des abacs comme celle-là, eh bien, n'hésitez pas. On en trouve un paquet sur le web. Il y en a une qui est d'ailleurs bien connue et qui a été mise en place par un des pontes de la dynamique du XXe siècle qui s'appelle Blevins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a déterminé les pulsations propres et les modes propres? C'est les exploiter pour faire une analyse dans la base modale. Voilà, donc c'est peut-être le moment de faire une courte pause si vous voulez vous rafraîchir les idées. Je vous laisse faire une pause dans la vidéo, si c'est nécessaire, et reprendre ici dans un instant. Ok, donc je reviens maintenant en fait sur ce que j'avais introduit tout au début, quand je disais qu'on fait x, les déplacements au nœud du modèle, égale à phi fois q. Donc on exprime que les déplacements au cours du temps s'expriment comme une combinaison linéaire de formes. Toutes les formes, elles sont stockées dans la matrice des vecteurs propres. Donc là, il y a tous les vecteurs propres les uns à côté des autres. Et puis alors ici, au cours du temps, on va avoir Q. Je vais le représenter comme ceci. X, mais chacun des éléments donc, de ce vecteur X est une fonction du temps, comme chacun des éléments du vecteur Q est une fonction du temps. Il y a autant d'entrées dans Q, donc autant de coordonnées modales, que de vecteurs qu'on a mis les uns à côté des autres dans la matrice des modes propres. C'est exactement la même chose ici. On va prendre ces espèces de vecteurs, c'est juste qu'ils ne sont pas discrétisés. On continue de les exprimer ici en fonction de l'abscisse spatiale X. Et chacun de ces vecteurs, on vient les multiplier par une amplitude qu'on va déterminer bientôt, de manière à exprimer que la déformée de la structure s'exprime comme une combinaison de ces formes. Ok, donc on restreint, si vous voulez, en quelque sorte, on bride la structure et on la force à se déformer dans une combinaison de ces formes, une combinaison de ces modes. Ok, c'est des choses que maintenant vous commencez à maîtriser, on a déjà utilisé ça bien plus tôt, y compris dans l'analyse de la stabilité des structures. Ok, donc le concept, il est vraiment le même. Alors on obtient l'équation du mouvement dans la base modale en projetant l'équation dans la base des modes. Donc vous vous souvenez que quand on était dans un système à plusieurs degrés de liberté, on a multiplié toute l'équation du mouvement à gauche par phi transposé. Donc on avait phi transposé m, et en fait ici on avait phi x pour représenter phi q pour représenter l'accélération de la structure. On a phi transposé la même chose avec le terme de viscosité C, mais que je ne mets pas parce que j'ai pas assez de place. Phi transposé qu'un phi fois Q pour le terme X, voilà, égale au membre de droite, phi transposé P. Voilà, c'est ce qu'on avait écrit. En fait, on va faire exactement la même chose ici. Et sauf que le produit que je n'écris normalement pas, parce que ça ne s'écrit pas quand on a un produit matriciel, mais le produit que je fais ici, en fait, c'est un produit scalaire. Et ce produit scalaire, je fais exactement la même chose ici. Je projette, pour faire le produit scalaire de deux fonctions, on calcule simplement l'intégrale du produit de ces deux fonctions.
Okay, l'intégrale étant comme si on faisait une somme de toutes les composantes. Donc, si on veut faire ça, bien qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais détailler un tout petit peu ceci. Le v qui est là-bas, je vais le remplacer par une somme. La dérivée par rapport au temps d'une somme, je pourrais la calculer ici. La dérivée seconde par rapport au temps de v, mais ça va être égal à la dérivée de la somme, donc c'est la somme des dérivées pour autant qu'elles existent, ce qui est le cas. Donc des phi i fois la dérivée de q. Je mets un point dessus pour dire que c'est une dérivée temporelle, c'est même une dérivée seconde. Ok, donc je vais introduire cette somme pour v, je vais l'introduire même complètement pour la dérivée, c'est ce que je viens de calculer. Et je vois que l'intégrale d'une somme, bah c'est pareil, c'est la somme d'une intégrale, d'accord? Donc l'indice de sommation, ici je vais le sortir, et je vais dire que c'est donc une sommation pour i égale 1 jusqu'à l'infini, l'intégrale de 0 à L, le mode propre, okay, que j'utilise donc pour projeter, multiplié par mu, multiplié par le phi i de x, et puis QI seconde, d'accord? Donc le QI seconde, étant donné qu'il ne dépend pas de x, je vais le sortir de l'intégrale. Et je vais faire la même chose avec le deuxième terme. Donc j'ai phi k de x, multiplié par EI, multiplié par phi i de x, mais j'ai pris soin de dériver 4 fois, évidemment, parce que c'est une dérivée quatrième par rapport à v. Et tout ceci multiplié par QI. Et quand c'est terminé, eh bien j'obtiens l'intégrale de 0 à L de phi k p x t dx. Alors si on regarde ce qui reste, ben, on voit que le terme qui est là-bas, c'est l'intégrale qu'on a définie préalablement et qui est la masse généralisée. Donc en fait c'est la propriété d'orthogonalité qui est celle-là. Et on voit qu'on a le symbole de Kronecker qui arrive. Et donc dans la somme sur i, parmi tous les termes de la somme, il n'y en a qu'un et un seul qui va rester, c'est celui pour lequel i est égal à k. Et dans ce cas-là, on obtient, pour le premier terme, on obtient la masse généralisée fois q seconde. On a la même chose pour le deuxième terme. Parmi tous les termes de la sommation, il y en a un et un seul qui va rester, c'est celui pour lequel i est égal à k. Et dans ce cas-là, il va nous rester k étoile. Et alors au membre de droite, je l'ai simplement recopié ici, et par définition, on va dire qu'on appelle ça la masse généralisée. Ok, et donc en fait, on vient de faire quoi? On vient de projeter en faisant ça l'équation du mouvement dans la base modale. C'est exactement la même chose que ce qu'on a ici. On écrivait ça m étoile fois q plus k étoile fois q égale p étoile. On avait la propriété que les matrices k et m étaient diagonales. Ça veut dire que chaque ligne de ce système d'équations peut être écrite et résolue indépendamment des autres. Et on voit qu'on a exactement la même chose ici. Chaque ligne peut être écrite et résolue indépendamment des autres. Ok, donc c'est excessivement important. Les équations en base modale, elles sont découplées. Ok, donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de transformer l'équation qui était une équation PDE au dérivé partiel. On vient de la transformer en un ensemble d'équations de premier ordre. D'équations ordinaires. De second ordre. Mais c'est pas très grave, parce que qu'est-ce qu'on reconnaît? Ben, on reconnaît le système à 1 degré liberté, avec une masse donnée, une raideur donnée, et une force appliquée, donc on peut résoudre cette équation-là très facilement. Ok, je ne vais pas résumer, mais enfin vous devriez le connaître maintenant. Je pourrais résumer ce qu'on a expliqué au premier cours. Si on a une charge harmonique, ben, on peut utiliser toute la solution harmonique. Si elle est impulsionnelle, on a la solution impulsionnelle. Si elle est un peu plus compliquée, on peut prendre l'étape de Duhamel. Si elle est beaucoup plus compliquée, comme un tremblement de terre ou autre chose, ou bien qu'on est fainéant, ou qu'on n'a pas envie de faire trop d'analytique, ben on va passer sur une solution numérique comme Newmark. Voilà. Je donne un petit exemple supplémentaire, mais bon, il est facile, vous l'aurez bien vite vu. C'est celui de la poutre sur deux appuis qui nous occupe déjà depuis tout à l'heure. On voit que m étoile et k étoile sont donnés par ces expressions-là. Si j'intègre le sinus carré, en fait, ici,
Cette intégrale, on sait bien que ça nous donne L demi, c'est une qu'on commence à connaître par cœur. Et donc mu L demi, en fait, c'est la moitié de la masse généralisée. De la masse totale, pardon. Puisque mu, c'est la masse par unité de longueur, fois la longueur, c'est la masse totale de la poutre. Voilà. M tot égale à mu fois L. On peut calculer aussi la raideur généralisée. Et la raideur généralisée, ben, c'est la même chose. On a la dérivée quatrième, donc il y a le facteur ici au milieu qui apparaît. On récupère la même intégrale, et donc là, le même L demi apparaît pour les mêmes raisons. Et voilà ce qu'on obtient. On peut faire un petit check et vérifier que si on fait K sur M, donc on prend l'expression de K, on prend l'expression de M, on calcule leur quotient. Après toute simplification, en fait, on se rend compte que ça c'est égal à oméga I au carré, qui n'est rien d'autre que le oméga qu'on avait calculé. Ça, c'est un check évidemment intéressant. Je vous rappelle l'expression du oméga qui est donnée dans ce cas-là ici, en jaune. Et c'est un check évidemment qui est intéressant, parce que ça montre que, bien sûr, on ne s'est pas trompé dans le calcul de la pulsation. Je rappelle ici l'intégrale qui est bien connue. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est compléter le système d'équations de manière à ajouter de l'amortissement. Donc pour le moment, on n'avait pas d'amortissement. Et donc, puisqu'on est dans une base modale, on ne va pas se tracasser beaucoup. Et ça, en fait, c'est l'avantage d'une base modale. Exactement comme quand on travaille en discret dès le début. Okay, donc ça, je l'ai déjà expliqué dans un des cours précédents. Et il suffit, mode par mode, d'ajouter l'amortissement Xi-K, qui correspond exactement au mode, qui correspond exactement au matériau qui est utilisé pour la structure. Okay, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées ou un peu plus sophistiquées quand on a des structures qui sont composées de plusieurs matériaux, mais ce sont des détails que je n'ai pas spécialement le temps de couvrir dans un cours d'introduction à la dynamique des structures. Ok, donc voilà, tout ça étant dit, donc si vous voulez en termes de notation, ceci aussi je pourrais l'écrire, c'est qu'un étoile, la viscosité généralisée. Et elle est facile à calculer et on n'a pas besoin d'un modèle qui est le modèle d'amortissement de Rayleigh. Et on n'a pas besoin de choses trop sophistiquées, on utilise ce qu'on appelle un amortissement modal, tout simplement. Voilà, donc, en résumé, comment est-ce que ça fonctionne? 1, on va calculer les modes propres et les fréquences propres. 2, on va calculer les masses généralisées et les raideurs généralisées, comme on fait d'habitude, ainsi que les forces généralisées, P étoile, phi I et oméga I. Les xi, on les connaît généralement parce que ça dépend du matériau qui est utilisé. Et donc, une fois que ça s'est fait, on va avoir les quadruplets de valeurs qui sont vraiment importantes. C'est phi, oméga, xi et m, parce qu'avec ça, on connaît toute l'information sur le mode. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut résoudre de manière indépendante chaque amplitude modale dans chacun des modes. Par exemple, un simple nu marqué en DDL. Quand c'est résolu, on obtient les QI au cours du temps. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a plus qu'à recombiner les formes des modes pour récupérer le déplacement de tous les points de la structure. Généralement, on ne trace pas les déplacements de tous les points de la structure, sauf si on veut faire une vidéo pour animer la réponse dynamique de la structure. Ça, c'est toujours assez sympa, mais ce n'est pas nécessairement toujours utile au dimensionnement. Par exemple, on va prendre x est égal à L demi parce qu'on s'intéresse à la vibration amitrave V. Et donc, on va particulariser ceci, et on va calculer, par exemple, V at mid-span, qui n'est plus qu'une fonction du temps, et qui, elle, va être particularisée avec une somme sur I des phi I de L demi. Donc là, on a remplacé L par la valeur QI de T. Et on obtient donc, a fortiori, un résultat qui est une fonction du temps, et qu'on représente comme un déplacement, ou une fonction, ou un signal, si vous voulez, au cours du temps. Voilà, alors on a pris soin aussi de tronquer la base modale. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire une intégrale en sommant un nombre infini de termes. C'est très rare quand on peut le faire. Éventuellement, on peut le faire analytiquement dans certains cas, mais les cas dans lesquels on est capable de faire et d'écrire le résultat convergé de cette série sont vraiment très rares. Et donc, en
en contrepartie, ben, on est obligé de tronquer. Je pourrais vous refaire exactement ici le même laïus que celui que j'ai fait quand j'ai expliqué la troncature de la base modale en version discrète. Et donc l'objectif de la troncature, c'est de s'assurer que tous les modes qu'on a laissés tomber sont des modes dans lesquels on a une force modale qui est suffisamment faible ou qui est petite, et des modes dans lesquels on n'a assurément pas de résonance. Voilà. Avec ça, je pense que j'ai tout dit. Je vais terminer avec un petit exemple pour vous montrer donc comment tout ceci fonctionne. L'exemple dont je voulais parler, c'est celui d'une force qui traverse une poutre avec une vitesse constante. D'accord ? Donc, en fait, c'est le problème d'un camion qui traverse un pont, ou bien d'un train qui traverse un pont de grande portée, ou éventuellement un vélo qui traverse une passerelle, ou un piéton, en tout cas l'effet de la masse d'un piéton qui traverse sur une poutre. Ok, alors le problème il est complètement déterminé à partir du moment où on connaît les caractéristiques de la structure, donc EI, mu et L, on connaît la vitesse V et on connaît l'amplitude de la force F. Et la question par exemple ce serait de déterminer le déplacement à mitra V, donc quel est le V en L demi au cours du temps. Et en fait, on va se rendre compte qu'on a une fonction qui ressemble à ceci. La question, c'est quelle est la valeur maximale atteinte ici. Ok, si on connaît V, on pourrait connaître aussi la dérivée seconde, et on pourrait calculer l'évolution au cours du temps du moment. Le moment, 1 mitra V en L demi, au cours du temps. Et bien en fait, on va voir qu'on a peut-être voilà, aussi quelque chose qui fait ça. Alors que si ça avait été statique, si ça avait été une réponse parfaitement statique, eh bien, quand une charge se balade depuis l'extrémité gauche jusqu'à l'extrémité droite, bien on récupère tout simplement la ligne d'influence. Okay, vous vous souvenez, on étudiait ensemble les lignes d'influence au cours d'analyse des structures 1. C'est exactement ça qu'une ligne d'influence représente. Donc, pour analyser le problème, je vais simplement reprendre les 4 étapes qui sont résumées ici au-dessus. Il faut calculer, les modes propres et les fréquences propres. Et donc là, on sait bien que les modes propres et fréquences propres, ce sera sinus de i, pi x sur L, et les oméga i qui sont donnés dans les formules qu'on avait au-dessus. D'accord ? Donc c'est i pi sur L au carré fois la racine carrée de ei sur mu. Ok, on commence à la connaître par cœur. Ensuite, on peut calculer les masses généralisées et les raideurs généralisées. On vient tout juste de faire l'exercice, donc je vous renvoie à ce qu'on vient de calculer, l'équation 54 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Il faut représenter la force et calculer la force généralisée. Alors, pour représenter la force, il nous faut une force par unité de longueur. D'accord ? Donc, parce que la force qui vient au membre de droite, c'est une force par unité de longueur, newton par mètre. Okay ? En revanche, la seule information qu'on connaît, c'est une force concentrée F en newton. Donc il faut arriver à exprimer avec cette force concentrée, on veut la transformer en une force par unité de longueur. Et le meilleur moyen de le faire, ou le seul moyen de le faire, c'est de dire F fois delta. Okay, donc je vous rappelle que si F est en newton, et que delta a pour argument des mètres, les unités de delta, ce sont des par mètre. Et donc on a bel et bien, en faisant F fois delta, la fonction de Dirac, on a bien des newtons par mètre. Okay, la propriété importante de la fonction de Dirac, je la rappelle ici, c'est que si on calcule l'intégrale de moins l'infini à l'infini d'une fonction f de t, f de x fois delta de x moins t dx, bien en fait, il faut que la fonction f soit suffisamment continue et dérivable dans le voisinage du point t, mais la fonction de Dirac, elle vaut 0 partout sauf en t. Et en fait, on se rend compte que la valeur de la fonction f, on s'en fout de savoir ce qu'elle vaut n'importe où. La seule chose qui compte, c'est la valeur qu'elle prend à l'endroit t. Je ne vais pas mettre t parce qu'on risque de croire que c'est le temps, mais je vais mettre y, où elle est x bar. X bar. Ok, donc ça c'est une propriété qui est bien connue. Alors évidemment, pour revenir sur les unités, on voit bien que f et f ont les mêmes unités. Et donc, c'est-à-dire que les unités de ceci, ça doit être 1, ou ne doit pas avoir d'unité. Donc, si x a des unités, dx a des unités de mètres, eh bien, la fonction de Dirac, delta de x, a des unités qui sont des mètres exposant moins 1.
Donc ceci l'un dans l'autre pour nous expliquer que on a bien sûr le droit d'écrire que P de xt est égal à 0, donc la charge par unité de longueur elle vaut 0 partout, sauf à l'endroit où la force est appliquée, où la charge par unité de longueur elle vaut en fait F fois 1 dirac. Alors, les forces généralisées, comment est-ce qu'on les obtient? À partir de leur définition, en projetant le champ de force P sur le mode phi k, donc en calculant ce produit scalaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Okay, c'est une multiplication scalaire et puis une intégrale. Alors, étant donné qu'on a un delta dans l'expression de P, je vais utiliser précisément la formule que je viens de vous rappeler, qui se trouve ici en dessous. Si j'ai un delta, il va me rester que la valeur de l'intégrand dans lequel je remplace x par x bar, c'est-à-dire v fois t, la position de la charge à l'instant t. Et donc, le résultat de l'intégrale va me donner f fois phi k de vt, et si je remplace phi par son expression, je vais récupérer sinus de k pi fois v fois t sur L. Et donc, c'est un peu spécifique, mais vous voyez que la force, même si elle est constante dans le temps, F est constant dans le temps, mais c'est pas pour ça que la force généralisée qu'on doit regarder sur le système à 1 degré de liberté équivalent, donc mode par mode, est quelque chose qui est constant. Donc la force généralisée, elle est variable dans le temps, et ici, il se trouve même qu'elle est en fait harmonique. Elle est harmonique parce que la force se balade à une vitesse constante sur une structure, dont les modes propres sont sinusoïdaux. Et donc, en fait, l'expression de la force est une sinusoïde de la position de la force, donc est harmonique elle-même. Et donc, en mettant tout l'un dans l'autre, on calcule que la réponse dans chacun des modes, elle est obtenue en résolvant le système, dans ce cas-ci, il est non amorti, qui est ce système d'équation, enfin, cette équation-là, ou ce système d'équations. Il y en a plein, mais elles sont toutes découplées les unes des autres. Alors, je vous passe les détails, il faut regarder dans la table de Duhamel, hein. Je mets « After a bit of algebra », mais en réalité, cette solution-là, elle vient de la table de Duhamel. Et on trouve que Q est exprimé par cette expression-là. On peut faire un tout petit changement de variable, on va exprimer que oméga k est égal à k carré fois la fondamentale, ça j'ai déjà dit. On va exprimer alpha, une vitesse qui est une vitesse sans unité, parce que V, ce sont des mètres par seconde, et je divise par oméga 1 en radians par seconde, et L en mètres, donc ça me fait bien quelque chose qui n'a pas d'unité. Et en fait, cette expression de QK, elle peut s'écrire sous une autre forme. Et alors, qu'est-ce qu'on observe? Évidemment, c'est en rouge, donc on peut pas le louper. On observe que si alpha, la vitesse du véhicule, en quelque sorte, hein, où la vitesse adimensionnelle du véhicule est proche de k, dans le kème mode, eh bien on risque d'avoir un problème qui est un vrai problème, un problème de résonance, parce que le dénominateur tend vers 0, et donc QK tend vers l'infini, dans ce cas-là. QK devient un non borné. La seule chose qui va le borner, c'est l'amortissement, mais vu qu'on n'a pas mis d'amortissement dans le modèle ici, on ne peut pas observer ce type de problème. Alors, vu que, au fur et à mesure que alpha part de 0, imaginons un véhicule qui croise un pont, qui va lentement et qui puis progressivement augmente sa vitesse, eh bien alpha va d'abord croiser la valeur k égale à 1, et puis k égale 2, puis k égale 3, puis k égale 4, etc. Donc c'est-à-dire que le premier cas critique qu'on va rencontrer, ce sera une résonance sur le premier mode. Ensuite, oui, j'indique aussi qu'en pratique, dans les problèmes d'application en génie civil, le alpha est souvent très petit par rapport à 1, donc c'est pas vraiment une limitation. Je dirais que la limitation qu'on pourrait voir, c'est par exemple, surtout ou ce cas particulier qu'on pourrait voir, c'est quand on a un véhicule qui passe à très grande vitesse sur un pont de petite portée. Par exemple, un TGV. Il faudrait un train qui passe avec V très grand, avec V ici très grand et L très petit. Il nous faudrait une pulsation pas trop élevée non plus, de manière à ce que ceci soit un nombre relativement grand et que alpha puisse éventuellement s'approcher de 1, voire atteindre les valeurs des modes supérieurs. Ok, mais ça c'est excessivement rare, d'accord? Donc j'en parle pas trop.
Vous repenserez à moi si un jour vous devez dimensionner un pont avec un passage de TGV sur le pont. Il y a d'autres problèmes à regarder, d'autres problèmes dynamiques à regarder dans ce cas-là. Ok, une fois qu'on a déterminé les amplitudes dans chacun des modes, qu'est-ce qu'on fait? C'est le 4e point. On va recombiner les amplitudes des modes à l'aide du changement d'une variable initiale. Ok, on a pris soin de tronquer éventuellement. Je donne même l'exemple ici du cas où on veut calculer le déplacement en x est égal à L demi. On a remplacé les modes par L demi. Le sinus de k pi x, c'est-à-dire L demi sur L, est égal à moins 1 exposant k si k est impair. Par contre, si k est pair, bien ça vaut 0, puisque c'est un sinus de k pi sur L. Et donc c'est la raison pour laquelle on retrouve le mode ici, et là-bas, on retrouve l'amplitude modale. Voilà. Et donc, si on fait ce calcul, maintenant qu'on a l'expression analytique, on pourrait le prendre et plotter donc, cette fonction au cours du temps, mais ça nous donne exactement la fonction qu'on cherchait tout à l'heure. Ceux qui sont intéressés, je vous laisse faire quelques représentations graphiques et représenter ces fonctions-là pour différentes valeurs si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, avant de conclure, j'aurais voulu encore présenter très rapidement une autre version du problème, donc qui sont les vibrations axiales ou bien longitudinales d'une barre de treillis ou d'une barre tout simplement. C'est celui dans lequel les sections droites de la poutre ne se déplacent plus transversalement avec un déplacement V, mais plutôt longitudinalement avec un déplacement U. Et donc, dans ce cas-là, l'équation du mouvement, elle nous donne ρA est égal à E1 dérivé de U par rapport à X plus P. Ça, c'est l'équation qui va gouverner l'équilibre axial de cette poutre. On retrouve ici une équation d'équilibre qui est celle qu'on connaît bien et qu'on a vue ensemble en statique au cours d'analyse des structures 1, qui consistait par exemple à regarder la déformation d'un barreau qui est suspendu, où il peut être éventuellement soumis à son poids propre ou à une charge par unité de longueur P de X. Ici, on suppose qu'elle est variable dans le temps, et on a une équation d'équilibre qui gouverne en fait l'équilibre de cette petite structure-là. En fait, comment est-ce qu'on fait pour obtenir l'équation d'équilibre? On peut la redévelopper ensemble. C'est la même chose. On prend un petit élément dx, c'est ce que j'ai dessiné là-bas. Sur cet élément dx, s'il fallait écrire l'équilibre, on peut reprendre ce qu'on a ici. On a d'un côté n, de l'autre côté n plus dn. On a p dx, la solution qui est la sollicitation qui est imposée. On a aussi les forces d'inertie qui sont ajoutées, mais ça, les forces d'inertie, elles vont nous donner le premier terme, d'accord? Donc en statique, si vous voulez, je ne le regarde pas. On pourrait le développer dans un deuxième temps. Effort interne et effort externe. Donc si j'écris simplement pour commencer l'équation d'équilibre en omettant les effets d'inertie, je vais avoir P dx vers la droite plus dn vers la droite, plus n vers la droite moins n vers la gauche égale 0. Et donc n, l'effort axial, est égal à la contrainte fois la section droite. La contrainte, c'est epsilon fois E. Et epsilon, c'est la dérivée du déplacement axial, donc c'est U'. Et cette équation-là nous dit que P plus dn sur dx, donc c'est égal, ça veut dire n', ceci est égal à 0. Et donc on retrouve bel et bien le second membre de l'équation, qui est l'équation de déformation axiale. C'est l'équivalent, si vous voulez, c'est l'équivalent de l'équation de l'élastique qu'on connaît bien en transversale. Et bien en fait, on peut développer exactement la même chose avec les effets d'inertie, en disant que tout ceci, au lieu d'être égal à 0, ce serait égal à la masse fois l'accélération. Donc c'est la masse
mu dx fois la petite accélération du barreau, et c'est la dérivée seconde du déplacement. Alors si je divise tout par dx, bah, le dx disparaît et il me reste mu, et mu c'est rien d'autre que 1 fois ρ. D'accord? Puisque mu c'est la masse par unité de longueur, 1 c'est la section droite, et ρ c'est la masse volumique. En anglais, on appelle ça density, ok? À ne pas confondre avec la densité en français, qui est la densité d'un matériau rapportée à celle de l'eau. Ok, alors je passe très rapidement, parce que ça a peut-être un petit peu moins d'intérêt. Si on néglige les sollicitations extérieures, parce qu'on a envie de déterminer une propriété qui est une propriété intrinsèque du système, donc on néglige momentanément les forces extérieures, on se retrouve avec deux termes dans l'équation. On va donc introduire une solution en variables séparées. Si on introduit ça, on récupère une équation qui ressemble tout à fait à celle qu'on avait en flexion transversale, où on avait un E sur mu, ici c'est un E sur ρ. À partir de là, on va garder d'un côté tout ce qui dépend du temps et tout ce qui dépend de l'espace. Puisqu'on a deux fonctions de variables indépendantes qui sont égales, la seule possibilité, c'est qu'elles soient toutes les deux égales à une constante. Et donc à partir de là, on peut, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, écrire deux équations. La deuxième nous dit qu'en fait la solution doit être harmonique dans le temps. Elle nous permet d'interpréter le oméga. Et la première, avec ses conditions limites, va nous permettre de déterminer exactement la forme du mode. Donc on a introduit une constante C qui est telle que c'est un peu l'équivalent du K qu'on a vu tout à l'heure, le fameux nombre d'ondes ou la longueur K qu'on a vu tout à l'heure. Ici on a C qui est égal à racine carrée de E sur ρ, et dont les unités sont des mètres par seconde. Okay, donc C carré est égal à E sur ρ, c'est comme ça qu'on avait introduit le K tout à l'heure. En fait, C représente rien d'autre que la vitesse de propagation d'une onde dans le milieu. C'est un peu compliqué pour vous parler de tout ça maintenant et de le démontrer, mais toujours est-il que c'est ce que je touchais en un mot tout à l'heure. Si on a un problème qui est un problème donc avec des conditions limites fixées, on peut déterminer le A et le B, et on peut obtenir ainsi une forme de vibration qui est une vibration axiale. Voilà, par exemple, si on avait des extrémités qui sont fixées, U de 0 et U de L sont tous les deux nuls, et bien dans ce cas-là, on se rend compte que la forme du mode propre qu'on obtient est une forme qui est aussi sinusoïdale. Donc c'est l'exemple qui est présenté dans le tableau, qui est celui-là, où les extrémités ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont bloquées. Et en fait, la forme du mode, c'est quelque chose comme ceci. Donc, c'est-à-dire que le point qui est là-bas se déplace au maximum. Et puis, tous les points qui sont à côté, ils se déplacent de moins en moins. Voilà. On a quelque chose comme ceci. Et alors, donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de pouvoir obtenir l'expression analytique et démontrer qu'on a une puissance, comme je l'introduisais tout à l'heure, une puissance de 1 ici. Et en remontant, backwards, donc rétrospectivement dans les équations qu'on a développées, on se rend compte en fait qu'on a une puissance 1 là-bas, parce qu'on a en fait une puissance 2, une dérivée d'ordre 2 à cet endroit-ci. Tout ça pourquoi? Parce que ça vient en fait du C, qui est une racine carrée, alors que le K est une racine quatrième. Voilà. Donc ça veut dire que les pulsations propres en vibration longitudinale sont bel et bien des multiples entiers de la fondamentale, alors qu'en vibration transversale, ce sont des carrés, des carrés des multiples entiers de la fondamentale. Donc 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. en flexion, et 1, 2, 3, 4, 5 en axial. Voilà. Donc ceci clôture plus ou moins tout ce que je voulais vous dire sur la partie dynamique du cours. Je vous laisse un exercice intéressant à faire pour clôturer donc toute cette partie ici. Et l'exercice en fait que je vous propose de faire n'est rien d'autre qu'un exercice qui est une des questions énoncées ou proposées pour l'examen, et qui serait donc de comparer étape par étape
une analyse MDDL avec une analyse continue en base modale. Et donc en partant de deux équations d'équilibre, donc je vous invite à écrire chaque fois l'équivalent côte à côte des deux problèmes. Et en indiquant chaque fois toutes les opérations qui sont faites. On fait les opérations de calcul de base modale, j'en ai présenté quelques-unes, les opérations de calcul de base modale, de projection de base modale, vous voyez ici, les voilà en discret, mais vous avez les mêmes ici en continu. L'idée c'est de les représenter sur une même feuille résumée, côte à côte, de manière à ce que vous puissiez profiter du développement qu'on vient de faire en continu pour appuyer votre compréhension et votre connaissance du discret, ou vice-versa. Voilà, par expérience, ça fait quelques années que j'explique la dynamique des structures à des étudiants comme vous. Je sais que c'est pas évident. Vous devez vous dire que c'est pas évident aussi. Et vous pouvez vous rassurer en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par là avant. Mais je sais très bien, donc par mon expérience, que vous êtes tous toujours soit plus à l'aise ou plus habiles, soit avec du discret, soit avec du continu. Ok, donc l'idée, c'est d'essayer de vous rendre un peu plus habile dans un domaine que vous maîtrisez peut-être un petit peu moins, tout en vous rendant compte que vous avez des bonnes compétences dans l'approche duale. Voilà. Je vous laisse préparer ça, hein. Je pense que c'est un petit boulot, ça devrait pas être trop long. Retournez voir le chapitre MDDL, retournez voir le chapitre continu, et vous devriez pouvoir, à mon avis, résumer tout ceci à peu près en 2 pages, enfin deux faces recto-verso. Prenez le temps de le faire, faites-le correctement, je vous laisse 1 heure pour faire ce petit boulot-là, et s'il y avait des questions, on en reparle évidemment à votre meilleure convenance. Voilà, bon boulot à tous, et à bientôt.